Bonjour et bienvenue à ce studio des entretiens d'Inchausseta, un studio dédié à la question de la régulation des meublés de tourisme et des résidences secondaires. Alors il y a 4 ans à Bayonne, 8000 personnes manifestaient contre ce phénomène, accusées de renforcer la crise du logement abordable au profit de l'économie touristique. Face à la montée des tensions sur le logement abordable, qui touche d'ailleurs toute l'Europe, notamment les zones touristiques, la loi du 19 novembre 2024, dite Echaniz-Lemeur, est venue renforcer en France la régulation des meublés de tourisme et des résidences secondaires à l'échelle locale. Alors comment trouver un équilibre entre attractivité touristique et régulation des meublés de tourisme pour éviter l'attrition du marché locatif? Pour en discuter, aujourd'hui on reçoit Annaïg Lemeur. Annaïg Lemeur, vous êtes députée du Finistère, vous êtes présidente du Conseil national de l'habitat et vous êtes surtout la co-auteure de cette fameuse loi du 19 novembre 2024 avec votre collègue Iñaki Echaniz. Donc une première question, vous êtes élu du Finistère, vous avez porté cette loi. Pouvez-vous revenir rapidement sur les constats qui vous ont mené à réguler ces activités et puis les principales avancées de la loi? Merci de m'accueillir. Effectivement, donc c'est une loi qui était très attendue, notamment par les territoires, parce qu'il y avait une demande territoriale de pouvoir loger justement leurs salariés pour pouvoir continuer à avoir une activité, qu'elle soit touristique ou économique, et aussi qui permettait aussi de maintenir en fait des services publics sur nos territoires. Donc il y avait une volonté en fait des citoyens, mais aussi des élus, que d'avoir une loi pour mieux encadrer. Il existait déjà des dispositifs, mais qui étaient simplement à la main des zones urbaines de plus de 200 000 habitants. Nous, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on a permis en fait, à toute commune de pouvoir mettre en place en fait, une boîte à outils qui leur permettra de réguler justement cette activité touristique qui est bénéfique d'un côté, mais qui est aussi contraignée sur une autre économie, sur le vivre ensemble en fait, dans nos territoires. Donc il y a eu en fait, tout un parcours qu'on a fait avec Iñaki Echaniz et d'autres pour pouvoir faire une loi qui soit en fait, adaptée au territoire et qui laissait la main aux maires. C'était peut-être la première loi de décentralisation que l'on mettait en place. Donc il y a plusieurs données dans cette loi. Donc premièrement, effectivement, il nous fallait avoir des données. Donc il y a la mise en place en fait, d'une collecte de données qui va être européenne, donc qui permettra en fait, de savoir quelle est la destination des biens en France, et notamment en savoir l'usage. Et secondairement, en fait, il y avait cette boîte à outils donnée aux maires qui vont pouvoir réguler, par un changement d'usage notamment, en fait, l'aménagement de leur territoire. Alors cette boîte à outils, justement, qu'est-ce qu'elle contient ? Alors, elle contient plusieurs dispositifs qui étaient déjà préexistants, notamment la faculté de mettre en place des quotas qui soient au niveau de la commune, voire de quartier, donc avec des quotas qui permettront d'avoir une licence, entre guillemets, un droit d'usage, un droit de pouvoir justement avoir un changement d'usage et donc de faire une activité dite commerciale de type logement de courte durée. Donc il va falloir s'enregistrer en mairie pour pouvoir avoir le droit notamment de pouvoir louer en courte durée. Alors ça, c'est une première étape, mais il y a aussi des dispositifs un peu plus larges, un peu plus novateurs. On en parlera, je crois, en deuxième partie, sur justement une notion de servitude de résidence principale. Donc dans le plan local d'urbanisme, les maires pourront instituer des zones dédiées à la location à vocation de résidence principale. Mais nous avons aussi des dispositifs que nous avons voulu en termes de DPE, donc de diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire qu'avant, les biens en fait, loués de façon occasionnelle n'étaient pas soumis à ce diagnostic. Donc on voyait en fait une masse de personnes qui ne voulaient pas faire de rénovation énergétique pour de la location de longue durée basculer vers de la courte durée par un choix en fait, de ne pas vouloir en fait, engager des travaux. Donc ça, par contre, on a imposé à tous. On a dit un bien, peu importe l'usage, doit avoir la même ambition en fait, au niveau écologique et énergétique. Donc on a voulu le faire. Donc c'est les principales mesures et bien sûr des mesures fiscales. Donc voilà, des mesures fiscales d'équilibre, parce qu'avant, il était bien plus avantageux de faire de la location de courte durée, qui était déjà avantageux parce qu'ils touchaient déjà un revenu plus important, mais aussi fiscalement, ils étaient beaucoup plus avantagés. Donc une volonté d'alignement pour l'avenir, un bien, même fiscalité pour tous. Alors justement, avant même la question des régulations des meublés de tourisme, on a entendu récemment des élus, notamment Jacques Baudrier, adjoint à la ville de Paris, pointer le rôle majeur des résidences secondaires dans l'attrition du marché locatif en zone tendue. Que permet votre loi sur ce point pour aider les maires à agir sur ce sujet ? Alors effectivement, on permet aux maires maintenant, dans leur plan local d'urbanisme, de désigner en fait un usage du bien. Avant, c'était simplement une destination, on disait c'est du logement, mais après, on pouvait effectivement choisir de louer à l'année, d'avoir un usage particulier, de le laisser vacant, etc. Enfin voilà. Et là, pour le coup, ils vont pouvoir désigner des territoires. Alors il faut avoir plus de 20%
être en zone tendue et avoir plus de 20% de résidences secondaires pour pouvoir actionner ce levier et donc de déterminer dans le plan local d'urbanisme un usage qui sera dédié uniquement à la résidence principale. Soit vous êtes propriétaire occupant, soit vous louez à l'année. Donc ça, c'est un dispositif un petit peu nouveau, donc on attend de voir pour la mise en place. Beaucoup de communes le saisissent actuellement, donc on en fera un bilan aussi. On sait qu'avec les élections municipales, ça va être un enjeu majeur pour voir effectivement. Alors ça n'interdit pas, parce que c'est uniquement sur le logement neuf, donc ça n'interdit pas aux gens d'avoir quand même une résidence secondaire, mais dans de l'ancien et non plus dans le neuf en acquisition. Donc c'est du long terme, effectivement. On va avoir une projection sur du long terme, voir comment ça évolue. Il faut savoir, par exemple, pour donner un exemple en Bretagne, c'est quand même une région où on produit énormément de logements. C'est là où il y a le plus de permis de construire en France. Cependant, on a dans certaines communes 45% de ces nouveaux biens qui vont à destination de la résidence secondaire. Donc ça ne répond plus en fait à la volonté première du maire, qui ne trouve pas de nouveaux habitants, mais qui trouve en fait des occupants temporaires, alors qu'il avait peut-être un projet d'aménagement en termes d'école, d'infrastructure. Et là, il n'y a pas les habitants attendus. Donc là, il permet vraiment d'être acteur justement de l'aménagement de son territoire au sens large, au-delà du logement. Merci beaucoup Madame la députée. On le voit, une situation au Finistère finalement qui fait écho avec celle du Pays Basque, de ces grandes zones tendues. Et pour en discuter par la suite, on va accueillir Joëlle Gras, sous-préfète des Pyrénées-Atlantiques, et Élodie Lemire, présidente de la Chambre de la FNAIM, Béarn Bigorre, Pays Basque. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'être là. Donc, on a évoqué avec Anaïg Lemeur, donc députée, auteur de la loi du 19 novembre 2024, régulation des meublés de tourisme, la situation dans le Finistère. Alors, quel est l'impact du développement des meublés de tourisme des résidences secondaires sur l'abordabilité des logements ici, dans les Pyrénées-Atlantiques? Joëlle Gras, vous qui êtes sous-préfète des Pyrénées-Atlantiques, qu'est-ce que vous avez pu constater? On sait qu'il y a eu des manifestations en 2021 à Bayonne, notamment 8000 personnes. Quel a été l'impact de ce phénomène sur le territoire? Alors, les résidences secondaires et les meublés de tourisme amplifient en effet la tension sur le logement abordable. Alors, ce n'est pas le facteur unique, ce n'est pas la cause unique, c'est un des facteurs. Mais oui, dans ce département, 13% des logements sont des résidences secondaires et je dirais que sur le littoral, c'est plus d'un logement sur 4. Et ce phénomène se voit autant sur le littoral, mais on le voit aussi qu'il va au-delà. On le voit aussi dans le Pays Basque intérieur, on le voit aussi dans les montagnes. La vallée d'Ossau est bien concernée. Et donc, c'est un phénomène qui a un effet direct sur l'offre. C'est-à-dire que, on le voit, le bail de location saisonnière est plus rentable qu'un bail classique. Et on voit que des T1, des T2 ont basculé dans de la location saisonnière. Et c'est autant de logements de petite surface qui sont indispensables pour les jeunes ou pour les saisonniers qui ne sont plus sur le marché. Donc moins d'offres, des prix de loyer qui augmentent, des prix de vente qui augmentent. Donc mécaniquement, on voit que ça a des effets sur les ménages, sur les jeunes actifs et sur les ménages modestes et même sur les classes moyennes. Et ça alimente ce sentiment que peuvent avoir ces ménages de dépossession des logements sur le territoire. C'est un phénomène dans le Pays Basque, c'est un phénomène dans les Pyrénées-Atlantiques. On le voit également, puisqu'on parle de l'Europe aujourd'hui, dans d'autres pays. On voit que Berlin, Amsterdam, Barcelone ont pris des dispositifs de régulation pour essayer de limiter ces difficultés. Voire même d'interdiction d'ailleurs pour Barcelone en 2029, si j'ai bien... merci beaucoup Madame la sous-préfète. Alors Élodie Lemire, donc vous êtes à la FNAIM du Béarn Bigorre Pays Basque. Et quel a été l'impact de la loi Lemeur sur les propriétaires? Comment est-ce qu'ils s'en sont saisis? Elle est toute neuve, je veux dire, il a fallu aussi faire acte de pédagogie. Tout le monde, je pense que les propriétaires aussi, forcément, avaient pris des habitudes, louer à la semaine. Vous avez parlé tout à l'heure d'une recherche de rentabilité. Aujourd'hui, la loi Lemeur, elle est plutôt bien accueillie, y compris par certains propriétaires qui comprennent aussi qu'il y a un équilibre à trouver entre résidents à l'année et résidences secondaires. Ça peut surprendre ce que je dis parce que oui, c'est vrai qu'on ne s'attendrait pas forcément non, à bien sûr. Il ne s'agit pas d'un revirement, il s'agit simplement à un moment donné d'aller chercher
un équilibre. Vous le savez, on a mis en place une procédure à l'endroit de la compensation qui a été prise par la CAPB. La CAPB, la communauté d'agglomération du Pays Basque. L'idée étant, effectivement, tous les agents immobiliers que je représente sont bien conscients qu'à un moment donné, effectivement, il y avait trop de locations saisonnières et qu'il fallait réguler, mais pas interdire. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on poursuit notre action à l'endroit de cette compensation, parce que telle qu'elle est bâtie, elle nous paraît déséquilibrée. La loi Le Meur, elle, offre de nouveaux outils pour réussir à trouver un équilibre qui me semble plus pérenne, mieux construit. Et je pense que c'est peut-être aussi une possibilité pour les collectivités là de s'en saisir et de retrouver un équilibre et de bâtir ensemble des solutions. On a parlé... Vous parlez des 90 jours peut être les 90 jours, ça peut être effectivement la servitude de résidence principale. Alors, on peut s'interroger sur le fait que cette servitude de résidence principale, elle soit intemporelle, j'ai envie de dire. Peut-être on pourrait l'encadrer dans le temps, sur une durée de 30 ans ou en fonction... Mais on est toujours à temps de modifier les PLU aussi, le cas échéant. Ce ne sont que pour des nouveaux programmes. Le danger, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elles puissent être appliquées à des programmes dans le cadre de rénovation, par exemple, parce que ça viendrait changer les règles du jeu en cours de partie. Pour autant, on peut arriver à avoir une approche raisonnée. Effectivement, on a, et vous l'avez dit tout à fait, on a une colère qui monte, on a des questionnements, on a besoin d'arriver à trouver un équilibre pour aller vers ce vivre ensemble. Trouver un équilibre. Alors Joëlle Gras, quelles actions menez-vous au niveau de l'État, sur le territoire, pour justement encadrer cette dynamique et éviter aussi des formes de stratégies de contournement qu'on a pu connaître et rencontrer de la réglementation, ça existe malheureusement. Vous avez notamment mis en place un comité territorial de lutte contre les baux frauduleux en 2022, qui était un peu d'ailleurs la réponse aux grandes manifestations de 2021 à Bayonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ce comité de lutte contre les baux frauduleux, c'est une innovation institutionnelle qui a été lancée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Donc le préfet s'entoure des services de l'État, des services déconcentrés, mais aussi est accompagné par le procureur et accompagné par le directeur des finances publiques. Et donc ce sont des réponses à la fois administratives, des réponses judiciaires et des réponses fiscales qui sont apportées pour résoudre des conflits qu'il peut y avoir, hein, des signalements par rapport à des manœuvres frauduleuses réalisées par des propriétaires. Et alors concrètement, vous avez des exemples ? Alors, très souvent, ce sont des mauvaises qualifications de bail. C'est un faux bail mobilité, un faux bail étudiant, quelqu'un de 60 ans, vous voyez, ou par exemple un préavis post-daté. Donc, toutes ces manœuvres-là qui visent à faire encore plus de rentabilité et à diminuer les droits des locataires, on nous fait part de signalements, soit ce sont des associations, soit des communes, soit des locataires lésés eux-mêmes qui nous sollicitent. Et nous croisons nos regards, chacun dans notre champ de compétences, pour apporter une réponse, voire plusieurs réponses en même temps, afin de trouver une issue favorable. Et donc ce sont sur ces signalements des réponses administratives, mais aussi des sanctions pénales qui ont été apportées, parfois très lourdes, avec des amendes conséquentes, des interdictions d'exercer parfois, qui ont été réalisées, et puis des redressements fiscaux. On voit que cet aspect répressif, puisque c'est aussi la volonté de l'État que de montrer son implication pour lutter contre ces pratiques abusives, on voit que ce volet répressif a vraiment un impact dissuasif. On en est conscient, les associations nous en font part. Mais à côté de ce volet répressif, il y a aussi une volonté d'agir sur la prévention, d'accompagner au mieux les locataires. C'est la raison pour laquelle aussi via ce comité, on apporte des actions de formation, par exemple auprès des structures France Service, qui sont là aussi pour accompagner potentiellement des locataires qui peuvent nous signaler cela, ou des conciliateurs de justice qui aussi agissent pour cela. Donc ça, c'est vraiment un comité qui symboliquement montre vraiment aussi la nécessité et l'implication de l'État
pour lutter contre ces abus. Et à côté de ce comité, il y a bien sûr d'autres dispositifs de régulation, par exemple, des meublés de tourisme, ça avec le dispositif de compensation mis en place par l'agglomération du Pays Basque et avec l'autorisation préalable. Et puis il y a également l'encadrement des loyers qui est mis en œuvre depuis novembre dernier. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Alors, Élodie Mir, est-ce que vous ne craignez pas un glissement des usages vers des formes moins encadrées de la part des propriétaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez sur le terrain? Et plus largement, que peuvent les professionnels de l'immobilier dont vous êtes la représentante face aux stratégies de contournement des propriétaires? Alors, un glissement des usages, moi je crois qu'aujourd'hui on fait, et je vais rejoindre ce que dit Madame Legras, à savoir, eux ils ont mis en place une mesure coercitive. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on fait acte de pédagogie, nous, agents immobiliers, tous les jours auprès de nos clients pour leur expliquer le bon bail qui corresponde à la typologie de location qu'ils veulent faire. On explique l'encadrement. Effectivement, la FNAIM, là aussi, a une procédure en cours à l'endroit de l'encadrement des loyers parce que tel qu'il a été mis en œuvre, en fait, il s'agit simplement de retravailler l'encadrement. On n'a pas dit qu'on était contre l'encadrement, parce que des fois on fait des raccourcis. La FNAIM serait contre la compensation. Non, on serait sur une compensation qui soit une vraie compensation. J'ai un T2, je le loue à l'année. Je prends un autre T2, je peux le louer à la saison, ou respecter la loi Le Meur et être sur le nouveau dispositif loi Le Meur. Mais c'est ce qui n'est pas le cas dans la compensation telle qu'elle a été bâtie aujourd'hui, puisque j'ai un T2, il faut que je trouve un local qui a un autre usage, que je change sa destination et que je puisse en faire un T2 que je louerai à ce moment-là à l'année. Très complexe, pas de cartographie, pas de possibilité justement d'arriver à créer véritablement cette compensation. C'est ce que nous regrettons. Pour ce que vous me disiez au niveau de la pédagogie que l'on fait, on en fait tous les jours. Moi, je crois que le rôle des agents immobiliers devrait être d'accompagner justement le législateur, et au lieu d'être dans une approche uniquement coercitive qui a son intérêt et qui est essentielle forcément à un moment donné, on est sur un principe de dénonciation par le locataire du bailleur qui ne respecterait pas la loi. Et ça, quelque part, même philosophiquement, cela me gêne. Et je pense que nous pourrions peut-être aller plutôt vers un accompagnement dès le départ. Et là, on a un vrai rôle à jouer, je pense, agents immobiliers, à pouvoir, dans le cadre de la loi Le Meur, accompagner les enregistrements, dans le cadre, effectivement, de l'encadrement des loyers et du respect du dispositif, à ce moment-là, d'être ceux qui vérifiaient, qui mettraient un visa ou qui pourraient accompagner au respect en amont de cette loi, aussi récupérer de la data et travailler vraiment main dans la main avec les collectivités. Je pense que nous y parviendrons, et ce ne serait pas forcément que le précaré des agents immobiliers, ça pourrait être des associations qui pourraient être agréées, ça pourrait être également d'autres professionnels du droit. En tout cas, l'idée, c'est de faire de la pédagogie en amont et de ne pas laisser peser que sur le locataire la charge de mettre en joue enfin le propriétaire qui ne respecterait pas la loi, alors même qu'il est déjà la partie qui a le plus besoin de protection. Bien entendu, les sanctions doivent être mises en œuvre et l'État est complètement dans ce rôle de le faire tel quel. Je pense qu'on doit bâtir ensemble et qu'il n'y a pas une solution miracle, ça se saurait, mais on va arriver, je le crois et je l'appelle de mes voeux, à avoir des solutions pour régler cette problématique du logement. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.